Le Niagara Canoë Kayak Club est basé sur le plan d'eau du Bocage de Sainte-Suzanne. Ce club donne des cours de canoë-kayak aux jeunes et aux adultes. Il prépare aussi des athlètes à faire des compétitions. Dans les rivières et dans les étangs. Pour commencer, on va vous parler des habits de kayak. Nous avons besoin d'un t-shirt, un maillot de bain, un short et des vieilles baskets. Je vais vous parler des équipements particuliers. On a besoin d'un kayak. C'est un canot léger en plastique qu'on fait avancer à l'aide d'une pagaie comme ceci. On monte dans le kayak en se mettant à cheval. On positionne ses pieds dans les deux endroits prévus à cet effet. Il nous faut aussi ensuite une pagaie. C'est une rame courte qui se termine par une sorte de pelle. Pour pagayer en avant, il faut que le creux soit derrière nous. Et pour pagayer en arrière, il faut faire le contraire. Oui. Mais attention, pour faire du kayak, certaines règles de sécurité sont à respecter. Il faut écouter les consignes du moniteur. Il faut toujours rester assis dans le kayak. Si on tombe du kayak, on nage pour s'accrocher car il y a du courant. Si le gilet se détache, on fait l'étoile de mer. Il ne faut surtout pas avoir peur car on a le gilet. Pour tourner à gauche, il faut pagayer à droite. Il faut ensuite pagayer à gauche pour tourner à droite. Pour notre sécurité à bord, il faut mettre un gilet de sauvetage. C'est un gilet sans manche, ce qui sert de bouée en cas de naufrage. Ce gilet sert à flotter. En kayak, il y a plusieurs jeux. Nous allons ici vous présenter le polo kayak. Pour jouer au polo kayak, il faut l'équipement de kayak, un ballon et 2 buts. Le but du jeu, c'est de marquer de plus de points que l'équipe adverse. Et le match dure 30 minutes. Maintenant, je vais vous expliquer le déroulement du jeu polo kayak. Au début, chaque équipe est dans son camp et les gardiens sont derrière les buts. Le jeu commence quand le moniteur lance le ballon. Dès qu'un joueur attrape le ballon, soit il lance devant et il avance, soit il fait la passe à un joueur proche de lui, ainsi de suite, jusqu'au but adverse. Quand un joueur a le ballon, il lance et essaie de marquer. Le gardien, comme les autres joueurs, peuvent bloquer le ballon avec la pagaie. Quand une équipe marque pour remettre en jeu, il faut que l'équipe qui n'a pas marqué se mette au milieu et que l'autre équipe soit dans son camp. Le moniteur lance le ballon à l'équipe du milieu et le jeu reprend. À la fin du jeu, l'équipe qui a marqué le plus de buts a gagné. Si c'est match nul, on continue la partie si on a du temps. Dans le polo kayak, il y a des règles à respecter. Par exemple, on peut garder le ballon 5 secondes. Mais on n'a pas le droit de mettre le ballon dans le kayak, sinon c'est une faute. On ne doit pas lancer plus loin que le but. On n'a pas le droit de pousser quelqu'un avec la pagaie, mais on peut le pousser avec la main sur le côté. On n'a pas le droit de taper sur le ballon du porteur du ballon. Si on ne respecte pas les règles, on est éliminé. C'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots. Pour en savoir plus, nous allons poser quelques questions au moniteur de kayak qui s'est occupé de notre classe cette année. Nous aurions tout d'abord quelques questions à vous poser sur votre parcours professionnel. Quand avez-vous commencé le kayak et à quel âge? Alors quand il y a 21 ans, donc tu vois, ça fait longtemps, et à l'âge de 6 ans. Depuis quand êtes-vous moniteur de kayak? Depuis quand? Ça va faire 8 ans. Là.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Pour faire partager ma passion, apprendre ma passion et pour pouvoir apprendre aux enfants, même aux adultes, aux handicapés, ce sport-là, qui est malheureusement peu connu. Nous avons aussi quelques questions plus techniques à vous poser. Nous avons toujours fait du kayak en étant tout seul dans le kayak. Mais est-ce que l'on peut être plusieurs dans un kayak? Et si oui, combien? Alors oui, on peut être plusieurs, mais du coup ça va être en compétition. Donc on appelle ça des K2, des kayaks 2 places, des kayaks 4 places. Et ça peut aller jusqu'à 4. Est-ce que c'est difficile de pagayer à deux? Comment est-ce que l'on fait? Alors c'est pas si difficile que ça, mais souvent il faut se parler et être en accord avec les deux. Des fois c'est difficile, ça dépend des groupes. Merci pour vos réponses. Tout d'abord, en quelle année a été créé le club? Le club a été créé en 1988. Est-ce qu'il y a des compétitions tous les ans? Oui, on a plusieurs compétitions par an, des compétitions de slalom, des compétitions de kayak polo, des compétitions de descente, de la rivière, de la course en ligne. Et à La Réunion, on n'a pas encore de freestyle et quelques activités à part. Voilà. Est-ce que les enfants de votre club ont déjà participé à des concours de haut niveau? Oui, effectivement. À La Réunion, on a la chance d'avoir un pôle excellence. Du coup, on a des athlètes qui sont du club de haut niveau, qui partent souvent en métropole pour faire des compétitions justement. Et moi-même, j'ai fait partie de cette sélection de haut niveau. Ont-ils reçu des récompenses? Oui, ben, comme vous pouvez le voir, on a des coupes, il y a des médailles, on a des trophées aussi, comme celui-là, celui-ci. Du coup, ben, on a pas mal de récompenses, effectivement. Parmi toutes les récompenses, laquelle est plus importante? La plus grosse récompense qu'on a eue, c'est d'avoir au niveau du club un athlète de haut niveau qu'on a vu grandir ici, qui est maintenant au championnat du monde de slalom. Et pour nous, le club, je pense que c'est la meilleure victoire qu'on pouvait avoir ici. Je vais tout d'abord vous parler des origines du kayak. Les kayaks ont été fabriqués par les peuples des régions arctiques inuits qui utilisaient ces canaux pour la pêche et la chasse des phoques, des baleines, des ours. Ils sont vieux d'au moins 4000 ans. Le mot kayak signifie bateau de l'homme ou bateau de chasseur. Pour continuer, il faut savoir que c'est le kayak polaire de chasse qui a inspiré la construction des kayaks qui naviguent sous toutes les latitudes et dans toutes les eaux salées ou douces du monde. Il en existe en toile imperméabilisée sur ossature rigide, éventuellement démontable, en contreplaqué de bois, en stratifié de diverses résines et matières plastiques. Maintenant, je vais vous parler de la construction traditionnelle du kayak. Les premiers kayaks ont été construits à partir de peaux de phoque conçus et tendus sur une structure en bois. Les peaux ont été lavées, trempées et épilées par les femmes avant d'être conçues. Les coutures étaient enduites de graisse de phoque pour assurer une meilleure étanchéité. Les kayaks étaient une embarcation personnelle par ou pour le chasseur qui l'utilisait. Il est ajusté à sa taille pour un maximum de manœuvrabilité. On peut remarquer que le kayak se distingue facilement du canoë, autre type de canot, par la position très basse et assise du kayakiste qui s'ajoute à l'usage de la pagaie double. Pour finir, les pagaies pouvaient être simples ou doubles. Elles étaient fabriquées en bois avec parfois des renforts en os ou en ivoire aux extrémités. La pagaie groenlandaise est double, c'est-à-dire qu'il y a 2 pales. Elle est aussi plus longue et fine qu'une pagaie européenne contemporaine et s'avère plus maniable dans le vent fort. C'est de l'eau, c'est de l'eau.
stade des eaux vives de Sainte-Suzanne est le plus grand stade de ce type dans l'océan Indien. Sa rivière en forme de U de 250 mètres de long est située proche du canal du Bocage. Le stade des eaux vives sert à l'accueil des groupes d'élèves, mais aussi à pratique du canoë-kayak de compétition. Il existe deux grandes catégories de stades en eau vive, les bassins naturels et les stades artificiels. Un stade artificiel est un stade qui a été construit par les hommes. L'eau que l'on trouve dans ces rivières artificielles peut provenir d'une rivière naturelle ou de la mer. Pour en savoir un peu plus sur ce stade, nous allons poser quelques questions à M. Gravina. Le stade des eaux vives est-il naturel ou artificiel? Le stade des eaux vives est totalement artificiel. Depuis quand le stade des eaux vives est-il ouvert? Le stade des eaux vives a été inauguré le 26 juillet 2013. Comment fonctionne la rivière artificielle? Alors, elle fonctionne de façon artificielle avec des pompes qui prennent l'eau de la rivière naturelle, la soulèvent pour l'amener dans un circuit bétonné comme celui-là, long de 250 mètres. Et avec la pente et cette eau puisée, on crée une rivière. Pourquoi la rivière est-elle en forme de U? La rivière elle est en forme de U pour diminuer le temps de retour au bassin de départ pour les pratiquants. Pourquoi ce stade est-il écologique? Alors, il a été construit de façon à être un stade de haute qualité environnementale pour répondre à ces normes. Alors, donc le bâtiment a été conçu pour répondre à ces normes, notamment sur son orientation, sur les matériaux choisis pour la construction et pourquoi pas aussi parler du chauffage, enfin du système solaire, des panneaux solaires pour les douches, les vestiaires par exemple. Est-ce que vous accueillez des élèves ici? Et si oui, à partir de quel âge? Oui, le public scolaire est accueilli ici tout le long de la semaine, pendant les périodes scolaires. Et c'est à partir de l'âge de 10 ans qu'on commence à voir les élèves. Nous avons lu que des sportifs de haut niveau viennent s'entraîner ici. Est-ce que des compétitions ont lieu ici? Au Stade Eaux Vives, nous accueillons pour l'instant deux compétitions régionales de slalom et de descente. Quel autre type de compétition envisagez-vous? Alors, dans un avenir, j'espère proche, avec le comité régional de canoë-kayak, nous travaillons pour que ces athlètes, quand ils viennent en stage estival pour nous, nous puissions leur proposer une manifestation à rayonnance internationale, oui. Est-ce que certains sportifs qui se sont entraînés ici ont gagné des récompenses? Au niveau régional. Maintenant, au niveau national, à un plus haut niveau, les athlètes sont encore, le stade est encore assez jeune et donc ils n'ont pas encore eu le temps de progresser suffisamment pour être à ce niveau-là. Les animaux de la rivière. Tout d'abord, on trouve des poissons d'eau douce qui ont été introduits dans la rivière par les hommes pour les manger, pour l'ornement et pour lutter contre d'autres espèces envahissantes. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique. Plusieurs espèces de tilapia sont présentes dans la rivière de Sainte-Suzanne. Elles ont été introduites à La Réunion pour leur intérêt nutritif. La rivière de Sainte-Suzanne prend sa source sur les points du piton Bémazou dans les hauts de la commune de Sainte-Marie, puis traverse la commune de Sainte-Suzanne. Elle se jette dans l'océan Indien au bout de 18,9 km. Cette rivière prend la forme d'une cascade remarquable au niveau de Sainte-Suzanne, la cascade Niagara. Ensuite, il y a également des poissons migrateurs. Cette catégorie comprend l'anguille bricolore. C'est une espèce endémique de la Réunion, c'est-à-dire qu'elle n'existe que là. Les anguilles se reproduisent dans la mer, deviennent des larves, puis repartent dans la rivière pour grandir. On trouve des poissons migrateurs comme les cabots noirs ou les cabots à bouchons. Les larves s'appellent les bichiques. Il y a aussi des crustacés comme les chevrettes ou les écrevisses. Ces espèces se reproduisent dans la rivière, puis partent dans la mer quand ils sont petits. Puis elles reviennent dans la rivière pour grandir. C'est au moment où les bichiques remontent dans la rivière qu'on les pêche.
La rivière de Sainte-Suzanne possède beaucoup de plantes aquatiques telles que le nénuphar et la laitue d'eau. Nous allons ici vous parler de la laitue d'eau. La laitue d'eau est une plante flottante à feuilles en rosette. Sa racine peut atteindre 50 cm de longue. Les feuilles sont vertes claires, couvertes de poils courts comme du velours et peuvent atteindre 15 cm de longue. La laitue d'eau dérive à la surface de l'eau et forme des peuplements denses. Les fleurs sont discrètes et les fruits forment des petites baies ovales. Cette espèce, introduite à la fin du XVIIIe siècle, est devenue très abondante dans toutes les étendues d'eau douce de l'île. L'augmentation des pollutions dans les villes provoque une forte pollution dans les rivières. Comme pollution, il peut y avoir des eaux usées, des graisses en cuisine, des déchets chimiques, des pesticides en agriculture. Il y a aussi des déchets que l'homme a jetés comme des sacs et des bouteilles en plastique. Les rivières et les océans sont pollués à cause des usines. Les déchets les plus dangereux provoquent des maladies comme la gastro-entérite. Nous devons faire attention de ne pas jeter des graisses de cuisine, de la peinture, des médicaments dans les eaux. On demande aux industriels de supprimer des déchets toxiques, des désherbants, des pesticides. Toli Toli, vogue ma pirogue. Toli Toli, vogue dans l'océan. Sa voile est une palme, un balai lui sert de rame. Toli Toli, vogue ma pirogue. J'irai vers la Chine, l'Amérique latine et Jérusalem. J'irai partout dans le monde où il faut semer la paix. Vogue ma pirogue. Toli Toli, ma pirogue sans haine, ma pirogue s'enchaîne, où je voudrais voir tous les enfants du monde. C'est